Amélie et Mélo, on se retrouve pour la deuxième partie de cette présentation et cette fois-ci on va vous parler de fantasy et j'ai toujours pas réussi à trouver une classification pour un auteur que j'aime d'amour et voilà, je pense que c'est un indice suffisant. Je vais commencer par vous emmener dans un empire chinois avec Eon. Voilà, je vous montre le deuxième tome parce que malheureusement le tome 1 je l'ai emprunté à la médiathèque donc je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai déjà rendu. Donc voilà, le tome 2 s'appelle Eona et le collier des dieux et le tome 1 s'appelait Eon et le 12e dragon. Ces deux romans font partie d'une duologie écrite par Alison Goodman. Cette auteure c'est celle qui a écrit Lady Helen. Elle a écrit Eon et Eona avant d'écrire Lady Helen. Et ce qui est vraiment un super bon point, c'est que cet auteur est capable de passer d'un genre à un autre sans aucune difficulté. Ces personnages sont complètement différents, les univers sont complètement différents, même si ça reste de la fantasy. Il n'y a vraiment pas de point commun et elle est capable de changer du tout au tout et ça c'est vraiment très très bien. Avec Eon, elle nous emmène dans un empire chinois assez ancien. Où là-bas la vie est très dure. Le pouvoir est entre les mains d'un empereur et de sa famille, mais également de 11 œils du dragon. Ce qu'il faut savoir là-bas c'est qu'il y a 12 dragons, mais il y en a un qui a disparu. Voilà. Je vous spoil pas, on le sait dès le début. Et ces 11 dragons ont un œil du dragon. Donc un œil du dragon c'est un être humain qui va être capable de voir les dragons, puisque tout le monde ne peut pas les voir, et être capable d'avoir une certaine magie. Et qui va partager cette magie avec son dragon et qui va en recevoir de la part du dragon. Les 12 dragons représentent des signes astrologiques. Et tous les 12 ans, chaque dragon va changer d'œil du dragon, donc il va y avoir un nouvel apprenti de former. Donc en fait c'est un cycle chaque année, il y a un dragon en particulier qui choisit un nouvel apprenti. Par contre on dit dragon mais c'est pas des dragons au sens où on l'entend, donc des grosses bêtes mythologiques qui crachent du feu et sur lesquelles on peut monter pour voler. Pas du tout, c'est plus des dragons au sens, ça va être bizarre ce que je dis, mais au sens psychologique. Déjà ils sont pas visibles par tout le monde, seuls les œils du dragon peuvent les voir et les apprentis. Et encore ils peuvent pas voir les 12, ils peuvent en voir que certains ou que le leur. Ils sont immatériels mais ils sont quand même capables d'effectuer des actions dans le monde. Voilà, c'est plus un dragon au sens magique du terme, c'est vraiment assez particulier et c'est ce qui rend le livre assez original, hein. Clairement ça ressemble à aucun autre livre de fantasy, les personnages ne ressemblent à aucun autre personnage que j'ai déjà croisé. Eon dans cet univers va vouloir devenir apprenti d'œil du dragon, donc il va participer à la cérémonie pour être choisi, donc il va être parmi d'autres apprentis et il va se présenter devant le dragon ascendant, donc c'est le dragon qui va devoir changer d'œil du dragon. Ce qu'il faut savoir sur Eon, c'est que c'est une femme qui se fait passer pour un jeune garçon, puisque seuls les hommes ont le droit de devenir œil du dragon et pas les femmes, donc voilà, c'est un empire assez misogyne. Très dur envers les femmes, envers les estropiés, envers les homosexuels et en plus d'être une femme, Eon est estropié, donc ce qui rend sa lutte pour devenir œil dragon encore plus compliquée. Il y a un énorme poids qui pèse sur ses épaules, beaucoup de difficultés. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, l'écriture est agréable, elle plonge complètement dans l'histoire et l'univers est complètement dépaysant puisqu'on a le droit à un univers asiatique très très bien décrit par l'auteur. Le seul petit bémol, mais qui n'a pas été gênant pour moi mais qui pourrait peut-être gêner d'autres genres de lecteurs, l'action est assez linéaire, c'est pas quelque chose où on va se battre à tous les chapitres, il y a peut-être un petit manque d'action, puisque en fait on va suivre l'apprentissage de Eon, ou Eona pour son nom féminin, et on va suivre des intrigues de cours, un peu des jeux de pouvoir, et on va entrevoir le gros bazar qui va bientôt y avoir, mais il est pas là tout de suite, il est plus là vers la fin. Et on ne fait que le deviner et donc du coup au début c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'action. Donc quand je disais que le pouvoir était aux mains de l'empereur et des 12 œils du dragon, l'empereur est très vieux et son fils va devoir lui succéder, sauf que certains œils du dragon ont une soif de pouvoir dingue et vont essayer de tout remettre en cause. Il y a également le frère de l'empereur, je crois que c'est son frère. Bon, il y a quelqu'un de sa famille qui veut essayer de prendre le pouvoir, donc ça va être un bazar pas possible.
Donc dans cette situation de crise, Eon va devoir trouver sa place, faire en sorte qu'elle ne soit pas démasquée, donc on ne sache pas que c'est une femme et que Eon s'appelle en fait Eona. Plus de ça, elle va être mêlée à ce bazar alors qu'elle n'avait aucune envie, elle tout ce qu'elle voulait c'est devenir œil de dragon, communier avec son dragon. Elle ne se sent pas la force de sauver cet empire qui ne va pas tarder à s'effondrer. Mais elle n'a pas le choix, cette responsabilité est sur ses épaules et elle va devoir faire face à des situations absolument compliquées et très dures. J'ai failli oublier de vous dire un truc sur ce roman qui augmente encore plus son originalité et qui augmente mon respect pour l'auteur. C'est qu'elle elle a eu tellement de possibilités de choisir la facilité. C'est-à-dire qu'avec la magie, elle aurait par exemple pu soigner ou au moins soulager son héroïne, donc le problème avec sa hanche. Et à aucun moment elle ne l'a fait, et ça c'est vraiment super. C'est un peu comme dans l'Anti-Magicien. À aucun moment l'auteur n'a choisi le chemin de facilité, et ça c'est vraiment super. À aucun moment elle a choisi de dire bon bah voilà, la magie est tellement puissante que bah, ça va la sauver in extremis, et voilà. Non, non, et ça c'est vraiment super. Donc je conseille ce premier tome et je vais pas tarder à lire le deuxième tome. C'était très addictif pour moi en tout cas, très dépaysant et très original, vraiment. Ça fait un moment que j'ai lu ce livre dont je vais vous parler, ça doit faire 1 ou 2 mois maintenant, mais je comptais vous faire une vidéo pause auteur en fait carrément sur cet auteur, puisqu'il s'agit de mon auteur préféré depuis déjà je pense quelques années, et il s'agit de Carlos Ruiz Zafón. Donc je vais vous parler de son tome Le Labyrinthe des Esprits qui conclut le cycle du Cimetière des Livres Oubliés. Je vous ferai sûrement une pause auteur, mais pas maintenant, pas tout de suite. Je préfère attendre d'avoir relu tout ce qu'il a pu écrire, et je le ferai c'est sûr, pour vous faire une vidéo complète à ce sujet. Mais aujourd'hui je vais vous parler de ma lecture du Labyrinthe des Esprits qui a été exceptionnel. Cette histoire s'étale sur de nombreuses années avec quelques retours en arrière, puisque l'année finale on va dire je crois c'est 1964, enfin c'est les années 60, alors qu'en fait tout prend racine dans le passé avant-guerre, c'est-à-dire en 1938, et tout tourne autour de la disparition en 1960 quelque chose donc du ministre de la Culture, un des ministres les plus importants, un de ceux qui sont le plus appréciés par le régime, donc sa disparition qui entraîne un certain nombre de mystères, d'assassinats. Et cette affaire ne peut être résolue uniquement par la police, c'est la raison pour laquelle on fait appel à une jeune femme qui s'appelle Alicia Gris et qui porte ce roman de façon juste exceptionnelle. Alicia Gris, c'est, je pense que je sais pas si j'ai eu un coup de cœur pour ce roman ou un coup de cœur pour le personnage. J'ai adoré Alicia Gris. C'est un personnage qu'on ne retrouve pas, il me semble, hein, de mémoire. Je vous rappelle que ma mémoire me fait souvent défaut. C'est un personnage, je crois, que l'on ne retrouve pas dans les 3 autres tomes du cycle, et donc que l'on découvre complètement ici. C'est un personnage très sombre, elle est belle, elle est dite très très belle, manipulatrice, extrêmement forte, brillante, et surtout à la fois très faible, alcoolique, droguée et estropiée. Et pour moi aussi ce personnage est estropié de la hanche droite, donc c'est quand même une chouette coïncidence. Ça veut dire qu'il faut que vous lisiez les deux, hein, et Eon et Le Labyrinthe des Esprits. Dans ce roman on retrouve une nouvelle fois toute l'atmosphère que Carlos Ruiz Zafón s'est donnée à ses romans, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement sombre. On a l'impression de lire, enfin c'est comme de vous regarder un film en noir et blanc en fait, il y a toujours un filtre devant, c'est toujours triste, enfin triste, pas triste, mystérieux, gris, froid, j'ai du mal à décrire. Je pense que c'est très difficile en fait d'exprimer tout ce qu'on peut lire dans cette écriture et dans les atmosphères qu'il arrive à créer. Je vous renvoie au superbe article que Mélo a écrit sur Instagram quand elle vous parlait de sa lecture toute récente de Marina. Allez lire son article déjà, peut-être que ça complétera un peu ce que j'essaie de vous dire. Le ressenti que moi j'ai de Zafón, c'est j'ai l'impression d'être à la fois en train de rêver et de cauchemarder. Il y a une certaine partie qui est vraiment complètement comme dans un rêve, c'est beau, c'est magnifique et tout, et il y a une partie qui est très sombre, un peu cauchemardesque. Je vais pas vous mentir, dans celui-là c'est carrément plus du cauchemar que du rêve. Donc non seulement je vous parle de l'atmosphère que Zafón donne à son roman, mais je peux pas vous parler de l'atmosphère sans vous parler de l'écriture. C'est Zafón, c'est la traduction qui est excellente, je ne sais pas, les deux sont fantastiques, c'est extrêmement poétique.
ça va à la fois droit au but tout en utilisant tout un vocabulaire qui est extrêmement bien choisi. L'intrigue de cette histoire est extrêmement bien ficelée, on va suivre un mystère qui est très complexe avec un personnage qui s'exprime en pensée très peu. Alicia va très vite, elle va au but, elle va droit à sa pensée et elle ne s'explique pas. Elle est suivie heureusement par un enquêteur, cette fois-ci de la police, qui est là plus ou moins pour l'aider, plus ou moins pour la surveiller, un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi par ailleurs. Et cet homme va nous permettre, j'ai trouvé en tout cas, d'atteindre le personnage d'Alicia. Déjà parce qu'elle ne réagit pas avec lui comme elle réagit avec tous les autres, et ensuite parce que ce personnage-ci, par contre, on fait les découvertes avec lui. On voit déjà davantage les choses et il nous permet, voilà, d'atteindre le raisonnement d'Alicia et de peut-être mieux comprendre certains aspects de cette histoire, certaines pistes, certains indices. Voilà, une enquête complexe, une enquête qui nous emmène dans le passé et qui est très bien réfléchie, qui est très bien trouvée. Alors je ne sais pas si c'est inspiré de faits réels, c'est possible, en tout cas c'est super bien trouvé. Parlons ensuite des personnages. Là où Zaphone est extrêmement fort, c'est qu'il manipule complètement son lecteur, enfin en tout cas moi je me suis sentie tout à fait manipulée, puisqu'il y a certains personnages qu'il nous présente au début presque de façon très amicale, on a l'impression de les apprécier, et sans vraiment nous en rendre compte, on finit par les détester. Par rapport à ces personnages qui sont alors pas vraiment secondaires derrière Alicia, parce qu'ils font partie complète, c'est une partie prenante de l'histoire, mais qui sont pas non plus sur le devant de la scène tout le temps. Il y a bien sûr les Sampere, alors là comme ça, si vous n'avez pas lu le reste du cycle, ça ne peut rien vous dire, c'est certain. C'est la raison pour laquelle je vous conseille bien sûr de lire celui-ci en dernier. Autant les trois autres, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez, c'est même précisé au tout début de celui-ci, il y a une petite page qui précise que s'il y a des ponts narratifs et thématiques, on peut le lire dans n'importe quel ordre, et que finalement c'est le fait de tous les avoir lus qui fait creuser, enfin qui creuse cette histoire. Je vous conseille tout de même de les lire dans l'ordre du cycle, et surtout de lire celui-ci en dernier, puisque c'est lui qui fait le lien, qui tisse la toile complète, qui offre le panel de ces personnages, et ce serait dommage, je pense, de commencer par celui-ci. C'est à la fois indépendant et tellement lié que c'est fantastique. Enfin, moi c'est le genre de jeu de piste que j'adore. Donc voilà, les personnages que l'on a aimés si on a lu les autres cycles sont bien présents, toujours aussi attachants. Donc Daniel Sampere, son père, son fils, sa femme, Fermin, qui nous sort des diatribes à la fois poétiques et révolutionnaires et tellement drôles. La fin traîne un peu. Je l'admets, elle est un peu longue, elle prend du temps, elle prend des longueurs, elle s'allonge. Pour autant, ça ne m'a pas du tout fait regretter, ni ça n'a pas déprécié ma lecture. Je vous le dis, comme ça vous le savez. C'est une fin qui clôture complètement ce cycle. Ça y est, c'est fini. Je veux dire, quand j'ai refermé ce livre, j'ai eu un pincement au cœur. Je sais que cet univers-là, cette tranche-là de l'histoire, l'auteur l'a fermée. Il est beaucoup plus réaliste que les autres romans, je pense notamment à Marina dont Mélo vous a parlé, mais je pense aussi aux autres tomes du cycle qui parfois effectivement font penser que l'on peut rêver, qu'il y a une partie qui n'est pas réelle. C'est au lecteur de décider ce qu'il choisit de croire. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien, enfin je pourrais vous en parler pendant des heures pour dire toujours la même chose, que j'adore, que c'est exceptionnel, que cet auteur vaut le coup d'être découvert. Je dis pas que vous allez aimer autant que j'aime, mais je pense que ça vaut le coup vraiment de découvrir. Et si vous voulez commencer par découvrir son univers et sa plume par quelque chose de plus court, peut-être que vous feriez mieux d'aller commencer par Marina, et dans ce cas-là, allez voir l'article de Mélo sur ce roman sur Instagram. Voilà, c'est fini pour cette présentation. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de notre vidéo et ce que vous avez pensé des livres dont on vous a parlé si vous les avez lus. Notamment ce que vous avez pensé de Zaphone. C'est vraiment un auteur qu'on adore toutes les deux. N'hésitez pas à vous dire si on vous a donné envie de les lire d'ailleurs. Et on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.